Tout de suite, la deuxième partie de notre grand entretien avec Fabrice Revol, le gérant de Kirao Multicaps. Alors, Fabrice, vous nous avez expliqué dans la première partie, le premier volet de cette émission, que la génération de performance allait être plus longue à se dessiner pour les gérants actifs, mais que les bons gérants actifs finiraient tout de même par triompher dans la durée. En tout cas, c'est votre conviction. On va s'intéresser maintenant plus spécifiquement à vos convictions du moment, alors là, les convictions du portefeuille, et aux trois premières lignes, parce que ce sont réellement les valeurs dans lesquelles vous croyez le plus. Et on va parler de celle qui vous a coûté tout de même de la performance en 2018, mais vous n'êtes pas rancunier, manifestement, c'est Sopra, société de services informatiques. Exact. En fait, c'est une société de services informatiques qui a un modèle un peu particulier puisqu'elle est mixte. Elle a aussi une activité de logiciel qui pèse à peu près pour une grosse dizaine, une quinzaine de pourcents de son chiffre d'affaires sur deux branches essentiellement, la branche bancaire et puis une branche immobilière, ressources humaines aussi. Donc, pas rancunier, oui, vous avez raison. Tout simplement parce qu'on a pris aussi le temps de l'analyse. Donc, effectivement, on a été un petit peu surpris avec des chiffres déjà un petit peu faibles au mois de juillet lors des semestriels, qui a expliqué un de-rating de la société, avec des chiffres un petit peu faibles sur la partie logicielle, justement bancaire. Rien de forcément alarmant à l'époque, ça arrive dans les sociétés de logiciels. Et puis, un avertissement au mois d'octobre. Très durement sanctionné. Très durement sanctionné, ouais, sur cette même activité logicielle, effectivement, puisque il allait manquer à peu près 25-27 millions de mémoire sur le chiffre d'affaires et donc sur les résultats, puisque c'est la branche licence. Donc ça a un effet de massue en fait sur les résultats. Et donc au global, par rapport à mes propres estimations, j'ai révisé d'une petite quinzaine de pourcents mes attentes sur le résultat d'exploitation courant. Le titre a été sanctionné dans des proportions évidemment beaucoup plus grandes. C'est presque 50% de baisse. Ouais, c'est 50% de baisse et plus sur le second semestre. Donc c'est très cher payé pour la société. Je pense qu'elle paye aussi son positionnement mid-cap. Donc elle a aussi souffert de ça, puisqu'on avait vu sur les CS2I Capgemini susciter quelques inquiétudes sur son T2, être sanctionné, mais beaucoup moins. Après, les inquiétudes sont moins fortes aussi, il faut le dire. Mais aujourd'hui, sur Sopra, qu'est-ce qui vous fait rester droit dans vos bottes ? En fait, il faut se raccrocher à certaines choses. Et comme souvent chez Kirao, on se raccroche au rendement risque et à la valorisation. Donc, qu'est-ce qui peut se passer en fait ? Donc, on a révisé de l'ordre de 40 millions d'euros le résultat d'exploitation pour tomber autour de 300 versus 340, 350. Ce qui fait rester droit dans les bottes, c'est le fait que c'est une petite partie de la société qui est touchée, c'est 10% du chiffre d'affaires, et si on regarde les licences uniquement, c'est peut-être 5%, donc c'est assez faible à l'échelle de la société. Donc les autres moteurs sont plutôt bons et tournent. L'audit du portefeuille déficient, donc il y a des écritures exceptionnelles qui ont été passées, donc qui normalement ne devraient plus être passées. Donc, de facto, on devrait remonter la base de résultats de cette écriture, c'est 10 millions d'euros. J'ai fait des hypothèses aussi prudentes pour l'année à venir. Et puis, l'audit du portefeuille a été fait, comme je disais, courant de l'été, tout début de l'automne. Donc, je pense qu'au moment des résultats, donc, qui seront publiés probablement autour de mars, on aura plus d'indications. Alors, il est possible que ça aille un petit peu dans le mauvais sens. C'est possible, on peut pas. Peut-être ça ira dans le bon sens, peut-être dans le mauvais sens, en disant qu'il y a peut-être encore un petit peu de choses à réparer supplémentaires, enfin un petit peu plus de budget, etc. Maintenant, on en saura plus. Et rien que le fait d'en savoir plus, on peut peut-être dire, hop, c'est terminé, c'est un stop, on est sur un bas. Et comme on est sur un point extrêmement bas de valo, puisqu'on est à peu près à 6 fois les résultats sur un cours de 80 € pour 2019,
c'est absolument très très bas. Donc je vais juste dire quelques mots pour montrer à quel point c'est bas. On pourrait dire, en raisonnant quasiment par l'absurde, que puisque la branche Sopra Banking Software se porte mal, ils n'ont qu'à la vendre. Pourquoi pas? Des branches comme ça part entre une fois et demie chiffre d'affaires minimum. C'est vraiment un minimum. Donc ça désendetterait complètement la société. D'accord? Donc une société telle que Sopra, à 80 € désendettée, on aurait 1,6 milliard de capitalisation. Et je vous parlais tout à l'heure de 300 millions de résultats qui vont normalement monter un petit peu cette année. Donc on serait autour de 5 fois les résultats. Et si on se projette à 3 ans, la valeur d'entreprise, donc qui est constituée de la CAPI plus les dettes, c'est une société qui génère là un petit peu moins de 170 millions d'euros de free cash flow, mais qui peut les générer. Donc on aurait une valeur d'entreprise qui serait ramenée autour de 1100 millions, d'accord, dans 3 ans. Donc c'est un exercice théorique, hein. Mais donc on payerait moins de 4 fois le résultat d'exploitation. Moins de 4 fois, ça veut dire que désendetté, on a un peu de 6, c'est-à-dire qu'on a en fait un return supérieur à 15. C'est juste impossible, c'est-à-dire que ça doit se normaliser en doublant à peu près sur 3 ans. Et doubler sur 3 ans, c'est 25% de return par an. Voilà. Donc ça peut baisser encore à la faveur d'un momentum qui pourrait être défavorable. Le return avec la hausse du titre, c'est ça. Exactement. Mais on a un très très beau potentiel de progression. Et là, je fais un petit clin d'œil à mon collègue Saad qui parle beaucoup d'asymétrie. Il me semble que quand on commence à parler de hausse de 20% par an sur 3 ans, on a un tout petit peu d'asymétrie. Un tout petit peu. Mais on verra, ça peut baisser. En tout cas, vous êtes légèrement renforcé même sur ce point. Exact. Pas que légèrement. Alors ça ne se voit pas dans les pondérations. Parce que oui, le titre a baissé. Énormément baissé. Mais oui, on a dû acheter entre 20 et 30% de titres en plus. Donc ça reste une conviction forte, on l'a bien compris. Parlons maintenant d'Alstom. Oui. C'est la première position? C'est la première position. Alors aussi à la faveur d'un comportement boursier qui a été excellent relativement au reste du portefeuille, notamment relativement à Sopra par exemple. C'est la première position. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure dans le process, on cherche des facteurs de rupture. Alors si le mariage avec Siemens n'est pas une rupture, je crois que là, on peut vraiment mettre définitivement notre process à la poubelle. Donc c'est une grosse rupture, c'est un deal qui est très très favorable à l'actionnaire d'Alstom. C'est une opération qui va donner du grain à moudre pour les années à venir, parce que les synergies vont être importantes, mais vont quand même se dessiner sur des années. Juste arithmétiquement, si on regarde la relution instantanée pour les actionnaires d'Alstom, c'est de l'ordre de 20%. Tout simplement parce que Siemens apporte une cote-part supérieure à la cote-part à laquelle auront droit ces actionnaires dans le capital de résultats. Donc c'est instantanément avantageux et puis ça ouvre... Vous voulez dire que Siemens, là je traduis un petit peu parce que c'est un peu con. Ouais. Oui, Siemens apporte plus de résultats qu'Alstom alors qu'il y a une parité? Exactement. Au niveau transactionnel. Au niveau du capital qui reviendra aux actionnaires de l'un et de l'autre. Donc il y a une relution forcément des actions. Alors, si le deal se fait, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que là, on a quelques suspicions, quelques inquiétudes, quelques doutes. Oui, il y a quelques doutes qui sont faits jour dans la presse, avec les autorités de la concurrence allemande qui parlent, la commissaire européenne à la concurrence aussi, le ministre de l'économie français, donc tout le monde parle un peu. Évidemment, les gouvernements allemands et français, ils sont hyper favorables. Voilà, sinon, on n'aurait pas permis à Siemens de prendre le pouvoir de manière douce, mais de le prendre in fine. Donc voilà, même la commissaire admet le fait qu'il faille constituer des champions nationaux. C'est juste les conditions dans lesquelles on doit les constituer qui posent question. Ce matin, je lisais le communiqué d'Alstom sur les résultats du T3. Il y a un wording, on ne peut pas dire qu'il est rassurant, pas rassurant, mais ils ont collaboré pendant longtemps pour arriver au remède qu'ils ont proposé, qui semble faible, mais ça a été fait en collaboration. Donc on verra, c'est mi-février, on verra. Mais si ça ne se fait pas, le titre n'est pas très très cher, hein, on est autour de 9 fois et demi les résultats de l'année là qui va se terminer en mars. Et puis, voilà, Alstom va continuer sa trajectoire de croissance.
Donc finalement, on a un peu tout. On attend la cerise sur le gâteau. On attend la cerise sur le gâteau. Il est évident qu'il y a des investisseurs qui sont positionnés peut-être spécialement pour ce deal. Et donc, forcément, on aura un à-coup très négatif en cas d'annonce négative sur la fusion. Troisième valeur phare du portefeuille, Philips. Ouais. Alors Philips, ça avait aussi très bien commencé. Et puis, le titre n'a pas forcément très bien résisté à la correction. Alors, ce n'est pas du tout dans les proportions de Sopra. Oui, absolument. Et ce que vous jouiez de mémoire avec Philips, c'était la transformation du groupe et le basculement de son activité dans tout ce qui était équipement médical. Exact. Secteur qui est bien mieux valorisé que l'activité traditionnelle pour laquelle Philips est connu. Exact. Alors juste, je refais parce que je viens de penser quelque chose sur Alstom, encore un clin d'œil sur la symétrie, puisque si on baissait, je pense qu'on serait peut-être aux environs de 30, alors que ça nous ouvre une porte vers les 50 €. Donc il y a un peu d'asymétrie. Mais pour revenir à Philips, pardon, oui, effectivement, là aussi, il y a une grosse rupture, avec en fait des investissements forts, notamment via la croissance externe sur la partie médicale. Alors la partie médicale est constituée essentiellement de tous les équipements d'imagerie diagnostique, donc tout ce qui est scan, IRM, etc. Et ils ont notamment une très très grande spécialité en en radiographie interventionnelle sur la chirurgie cardiaque. Donc c'est vraiment le leader mondial et on voit qu'en fait ils font des acquisitions sur ce segment en pensant avoir des synergies naturelles et en accélérant leur croissance. C'est pour nous très crédible. Le potentiel d'amélioration de marge il se situe dans ce pôle. Et aujourd'hui, donc, faut voir que Philips se divise en deux. C'est 50-50 entre ce qu'ils appellent le personal health, donc je dirais le sanitaire, santé individuelle pour personnes physiques, qui marche très très bien, et cette activité de diagnostic médical notamment. Imagerie. Et donc, on a une valorisation aujourd'hui qui est autour de 10,5. Donc, les résultats ont un petit peu déçus à partir du T3 parce que le personal health, notamment, est un petit peu plus faible en croissance. Est-ce qu'il y a peut-être 100 millions de résultats d'exploitation qui sont menacés sur une base de 2400, on serait plutôt autour de 2300. Ça ne remet pas en cause la grande ligne de Philips, qui par ailleurs fait un gros travail sur ses économies de coûts. Donc je pense qu'à 10 fois et demi aujourd'hui, avec un cours de 30 € sur Philips, on est quand même relativement protégé. Et encore une fois, conformément à notre process, on se sent à l'aise, parce qu'il n'y a pas de grosse remise en cause, à part peut-être un petit peu les résultats. On se sent à l'aise pour aller moyenner s'il le faut, et donc monter ces fameux poids qui nous donnera un niveau de concentration assez inédit. Donc vous êtes assez confiant dans votre portefeuille, oui. Et vous pensez qu'il est à même de résister, alors là, de vous permettre de retrouver de la surperformance dans les phases baissières si d'aventure on en avait. Alors je vais être un peu plus prudent parce qu'on ne peut pas être à l'abri de petites nouvelles défavorables comme sur Alstom, même sur Sopra, éventuellement sur Philips sur une publication de résultats. Mais par contre, sur la génération de surperformance sur un horizon un peu plus long, oui, ça, je suis persuadé que ce sont des véhicules qui nous amèneront de la surperformance. Fabrice, merci. Merci Vincent.